À la une, la crise sociale guyanaise se poursuit après la mobilisation générale. Le pôle santé n'a pas obtenu les réponses attendues. Aujourd'hui, les agents de l'UTG Santé ont tenu un barrage filtrant à l'entrée du char. Après les inondations du week-end dernier, les Cayennais nettoient encore les dégâts causés par les fortes pluies et un problème d'évacuation, notamment sur les rives du canal Lossa. L'eau est montée parfois jusqu'à 60 cm, bilan à suivre. Et puis les sélectionnés représenteront les Antilles-Guyane lors de la finale mondiale et qualifieront pour les plus grands podiums. Le casting annuel Elite Model Look a démarré et s'achève chez nous demain. Il se déroulera dans un centre commercial de Matoury. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mieux valait être muni d'un bon parapluie pour se rendre à l'hôpital de Cayenne aujourd'hui. La grève se poursuit et se durcit. Même un barrage filtrant a été érigé par les grévistes à l'entrée de l'établissement tôt ce matin. Le pôle femmes-enfants était lui aussi inaccessible. Seules les urgences et les personnes à mobilité réduite avaient accès au parking. Natacha Maltaverne. On essaie de monter la pression, on essaie de voir comment, si le personnel sera solidaire à notre mouvement, parce que la santé, c'est l'affaire de tous. Le seul contact qu'on a eu, c'est toujours un courrier de l'ARS qui maintient ses rendez-vous tous les mercredis. On l'a reçu hier par mail, non même pas hier, avant-hier par mail. C'est toujours le même principe que tous les mercredis, il veut faire la rencontre avec nous. On a refusé depuis la dernière rencontre, on ne va pas y aller. On lui a dit que ce n'est pas possible. Sur une plateforme de 18 pages, on ne peut pas se permettre de négocier chaque mercredi par semaine. C'est inimaginable. Et ce n'est même pas pensable. Il faut que tout à chacun prenne ses responsabilités. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Et chaque jour, on va essayer de monter la pression. D'autres syndicats sont solidaires à nous. L'avait dit, si le char ni le DF ne s'avançaient pas, mais voilà, on va voir comment ça se passait. C'était une demande du collectif pour la Guyane décollée afin d'assurer le suivi des engagements signés le 21 avril dernier. Les accords de Guyane ont été publiés au journal officiel aujourd'hui, un document que le candidat d'En Marche a déclaré faire appliquer en cas de victoire le 7 mai. Un point qui vient s'ajouter à quelques propositions déjà inscrites dans son programme pour l'outre-mer. Kiaroun Alcide fait le point. Universités, grandes écoles et écoles d'ingénieurs, grands organismes. Emmanuel Macron est là où beaucoup l'attendaient, c'est-à-dire au deuxième tour de la présidentielle. L'ancien ministre novice en politique a réussi à séduire à la fois dans les rangs de la droite que de la gauche. Au-delà de sa personnalité, son programme pour les Outre-mer semble avoir trouvé un écho favorable, notamment auprès de certains chefs d'entreprise comme auprès de certains décideurs politiques. Pour le candidat d'En Marche, l'État doit s'appliquer davantage dans les territoires d'outre-mer et cela commence par le développement de la continuité territoriale. Il préconise que chaque année, au moins 200 000 billets d'avion au prix préférentiel soient octroyés aux étudiants, tout comme aux chefs d'entreprise qui doivent se rendre en France ou dans leur environnement régional. Emmanuel Macron souhaite justement que les collectivités d'outre-mer s'insèrent mieux dans leur environnement géographique. Il préconise pour cela de donner davantage de pouvoir aux collectivités pour qu'elles puissent adapter la réglementation à leur situation particulière. Le candidat finaliste de la présidentielle propose aussi le maintien de la surrémunération dont bénéficient les fonctionnaires qui acceptent de travailler en outre-mer. En matière de formation, Emmanuel Macron projette de créer aux Antilles et à La Réunion des écoles de formation de gendarmes adjoints et d'adjoints de sécurité. L'objectif est de former et d'embaucher localement. Le candidat suggère de soutenir l'activité et l'emploi pour faire face au chômage. Pour ce faire, l'Union européenne sera invitée à mieux prendre en compte les spécificités de l'outre-mer, notamment en matière d'agriculture et de pêche. Il entend également poursuivre le travail commencé par le précédent gouvernement sur la vie chère. L'autorité de la concurrence devra évaluer l'efficacité des mesures déjà prises en la matière. Emmanuel Macron envisage de supprimer la caisse qui gère le régime social des indépendants. Il entend par le même temps renforcer les activités de la BPI France en outre-mer. Près de la moitié des étudiants de première année de licence ne franchissent pas le cap de la deuxième année. Pour en parler, je rejoins notre invitée ce soir, Isabelle Passion, représentante du candidat d'En Marche en Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites donc partie des soutiens du candidat d'En Marche Emmanuel Macron en Guyane et vous d'ailleurs depuis décembre dernier. Il affrontera donc Marine Le Pen dans les urnes ce week-end. Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre ce candidat plutôt qu'un autre ? Dès le départ, en fait, c'est quand je l'ai vu monter son mouvement, on va dire En Marche, qui était ni à droite ni à gauche.
J'ai trouvé le concept original. Et en plus, quand il était ministre, il a mis en place une loi, la loi Macron, qui visait simplement à corriger des erreurs, à moderniser, on va dire un peu, certains éléments comme le transport. Et j'ai trouvé ça séduisant. Et après, de fil en aiguille, en me penchant un peu plus sur la personne, j'ai vu après son programme qu'il avait élaboré en lisant le livre La Révolution. Et là, je me suis dit que c'est quelqu'un qui pouvait être le président de la République. Alors, il a réservé, on l'a vu, quelques lignes de son programme aux Outre-mer et puis également à la Guyane. Parmi ces propositions, qu'est-ce qui vous semble le plus important? Peut-être, que faut-il précisément pour la Guyane? Pour la Guyane, déjà, l'élément fondamental, c'est que c'est le seul candidat dès le départ qui s'était engagé pour le développement de la Guyane à travers le pacte d'avenir. Et là, récemment, donc lundi, lors du meeting de la Villette, il a affirmé qu'il soutiendrait donc les accords de Guyane qui ont été conclus récemment, donc c'est-à-dire en total de 3 milliards d'euros. Donc aujourd'hui, clairement, on en a besoin pour rattraper tous les retards dans les domaines de la santé, de l'éducation et même en termes d'aménagement du territoire et de développement économique. Et clairement, ces éléments-là sont fondamentaux pour la Guyane. Il s'est engagé pour 3 milliards d'euros? Les accords de Guyane, c'est 1,86 milliard en gros du plan d'urgence déjà acté et il reste 2 milliards à discuter. Et là, il s'est engagé à les soutenir. Donc franchement, c'est quelque chose qui est pour moi important, sachant que ces mesures en plus rejoignent pour beaucoup les mesures qui étaient inscrites dans le cadre du pacte d'avenir. Parmi les autres propositions, qu'est-ce qui selon vous est très important pour la Guyane? On sait qu'il parle de développement économique, des sociétés Norgold, Columbus Gold, et il propose 10 000 fonctionnaires dans les forces de l'ordre en plus. Qu'est-ce qui pour vous Je dirais que important? tout est important en fait, globalement dans son programme, et moi je retiendrai 3 éléments. Tout d'abord l'éducation, parce que de manière générale, il veut abaisser le nombre d'enfants par classe, surtout en CP et en CE1, où on apprend en fait les acquis, les fondamentaux. Il propose quand même 12 élèves. Oui, 12 élèves par classe. Dans les zones de REP+. Est-ce que c'est réalisable? Disons que ça impliquera de construire d'autres écoles, ce qui est inscrit d'ailleurs dans le pacte d'avenir et dans le plan Guyane. Maintenant, et après, ça permettra en tout cas d'avoir les moyens supplémentaires, des professeurs supplémentaires pour garantir la réussite des enfants. Parce que c'est en CP et en CE1 qu'on apprend toutes les bases. L'autre élément, c'est pour le développement économique, la suppression du RSI. Ça, c'est un frein, clairement, qui pénalise nos entreprises, de leur permettre de rejoindre le droit commun de cotisation de la sécurité sociale. Pour moi, c'est une grande avancée et je pense que toutes les TPE et les PME vont apprécier et ça leur permettra d'avoir une meilleure santé financière. Et le dernier élément, bien évidemment, la sécurité, qui est un sujet qui touche particulièrement la Guyane, en tout cas l'insécurité. Et le renforcement des forces de l'ordre, c'est quelque chose de fondamental. Mais au-delà, il y a aussi le contrôle aux frontières. Donc il prévoit, d'ailleurs pour la Guyane, un renforcement 24 heures sur 24, au niveau du Maroni comme de l'Oyapock. Et au-delà, c'est aussi une modernisation du contrôle, avec des drones, avec des outils qui permettraient d'avoir vraiment une surveillance du territoire accrue. Vous parlez justement de la sécurité, 10 000 fonctionnaires, donc dans les forces de l'ordre en plus, de manière permanente. Pour la Guyane, quand même, venant de quelqu'un qui s'en prend au programme de Marine Le Pen, en disant, je cite, en fait, elle s'attaque aux conséquences et non pas à la source des maux. N'y a-t-il pas là une sorte d'incohérence quand on sait que la Guyane est le territoire où il y a le plus de gendarmes et de policiers par habitant? Non, selon les ratios, justement, on reste quand même en deçà. Par rapport en termes de superficie et de population, quand on recroise par rapport aux autres départements, on n'est pas surdoté. Vérifier quand même cette information. On n'est pas surdoté. Simplement, il y a un réel problème de délinquance et surtout un réel problème, même on va dire de pêche clandestine et d'empaillage clandestin. Donc il y a plusieurs problèmes sur un territoire qui est quand même très vaste. Donc il est nécessaire de renforcer, on va dire, la sécurité au quotidien et même à travers une police de sécurité qu'il préconise. Mais au-delà, il prévoit aussi de renforcer la formation. Il y a 15 milliards d'euros pour toute la France, donc il y aura une bonne part qui sera allouée à la Guyane, car il ne s'agira pas simplement de guérir les maux, mais de traiter à la source ce problème pour éviter justement que des jeunes, malheureusement, aient tendance à dévier. Et c'est pour ça qu'il préconise aussi de relancer un véritable programme d'école de la seconde chance, qui n'a jamais vraiment émergé en fait en Guyane et qui sera nécessaire. Qui est en train de se mettre en place petit à petit. Mais là, il y a vraiment besoin de moyens supplémentaires parce que beaucoup de jeunes quittent le système scolaire et après on les retrouve en formation plus tard, mais sans avoir forcément eu les bons acquis, les bons éléments de base. Et ces écoles de la seconde chance sont fondamentales pour avoir une deuxième chance, c'est le cas de le dire. Emmanuel Macron peut-il tenir toutes ces promesses? Comment peut-il faire pour valider ces projets en cas de victoire? On sait que Marine Le Pen est dans la même situation. Elle ne bénéficiera pas d'une majorité de sièges parlementaires, quoi qu'il en soit. On rappelle que Emmanuel Macron dirige un mouvement et non pas un parti politique, alors que le Sénat et l'Assemblée nationale penchent plutôt à gauche ou à droite, en tout cas traditionnellement. Alors, comment gérer cette nouveauté qui s'annonce à eux?
Ben, dans tous les cas, il y aura une nouveauté. En tout cas, j'espère que ce sera une nouveauté en marche. Mais à mon avis, d'une manière générale, les Français sont assez cohérents. Quand ils élisent un président, souvent, on voit qu'à l'Assemblée nationale, on n'a jamais vu d'ailleurs une cohabitation un mois après. Il y a quand même une forme de cohérence. Et je pense qu'on a déjà vu beaucoup de ralliements de personnes, soit de droite, soit de gauche, à En Marche. Et à mon avis, il y aura une majorité qui sera En Marche, pour le coup, à l'Assemblée nationale. Vous pensez que naturellement, les choses se mettront en place pour permettre parce que c'est quand même un programme qui, pour moi, est pragmatique. Il est... je dirais qu'il répond à des problèmes réels qui seront posés sur la table à l'échelle nationale comme à l'échelle locale. Et je ne pense pas que ce soit clivant. Et ça permettra au contraire de rassembler tous les Français autour d'un projet commun. Vous parliez de tous les Français. Emmanuel Macron, il a rassemblé 5031 voix en Guyane, juste derrière donc les deux premiers, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. D'ailleurs, la candidate FN a remporté le plus de communes. Le leader d'En Marche peut-il réellement fédérer en Guyane ou compte-t-il simplement sur la tendance à barrer le Front National ? Je pense qu'il peut fédérer. Déjà, il était peu connu en fait en Guyane. Il n'y a pas eu de campagne. Alors que Marine Le Pen était venue 3 jours, lui était passé qu'une journée. Je pense qu'aussi, il n'y a pas eu le temps de développer le programme pour que les gens puissent vraiment... Ça a déplu aux Guyanais ? Comment ? Son voyage éclair a déplu peut-être au Guyanais ? Oui, il a déplu, ça c'est clair, on me l'a dit. Il était déjà venu avant, mais j'avais dit à l'époque, il reviendra quand il sera président. J'espère que ce sera le cas. Il devait d'ailleurs venir d'ici le mois de mai. Donc j'espère qu'il viendra vraiment en tout cas, après cette élection. Et quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a eu aussi des éléments, des phénomènes de crise qui ont touché la Guyane et qui ont fait qu'on a vu une crispation, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Et ça traduit pour moi une colère. Une colère aussi qu'il faut entendre. Et maintenant, je pense que ces mêmes électeurs qui ont peut-être voté d'une certaine manière au premier tour, je pense qu'ils vont aussi revoir leur vote au second tour par rapport aux éléments nouveaux que nous avons pu exposer. Aujourd'hui, on a bien vu que Marine Le Pen a fait le choix déjà d'un Premier ministre qui a quand même largement critiqué la Guyane, M. Dupont-Aignan, qui réduit la Guyane en gros à un gros camp type Guantanamo. En gros, pour mettre tous les djihadistes, je ne pense pas que ça plaise aux Guyanais. Et de voir que derrière, ils disent que les 2,5 milliards justement supplémentaires qui sont demandés dans le cadre des accords de Guyane, c'est une goutte d'eau, ne servirait à rien. Je pense que raisonnablement, les électeurs ont bien compris qu'il y a une candidate qui est là, qui fait de la communication et qui a un vrai président qui agirait, qui écouterait la Guyane et qui agirait pour la Guyane. Que comptez-vous faire en local pour permettre la victoire, ne serait-ce qu'au niveau des Guyanais, d'Emmanuel Macron ? Nous avons déjà commencé, contrairement au premier tour. On a organisé pas mal de réunions de quartier chez l'habitant. On poursuit. Nous avons également participé à des débats, on va dire médiatiques, de manière à pouvoir mieux vendre ce programme. Et après, aussi sur les marchés, pour distribuer le programme qui est enfin arrivé en Guyane, donc, qui est ici, pour pouvoir, pour que les habitants puissent en prendre connaissance. Vous craignez le rendez-vous de l'entre-deux tours, c'est-à-dire le match qui se prévoit demain entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? Oui, comme tout débat, c'est un débat qui, à mon avis, sera décisif. Et clairement, aujourd'hui, elle est bonne en communication, tout le monde le sait. Et lui aussi, il est bon. Maintenant, on verra bien. En tout cas, j'espère qu'il gagnera et qu'il l'emportera haut la main. On rappelle quand même qu'il sera diffusé en direct sur ATV Guyane à 16h. Une dernière petite question. Est-ce que vous comptez vous présenter pour les législatives sous les couleurs de Guyane Rassemblement ou En Marche? Non, là pour l'instant c'est la campagne présidentielle qui est importante. Il faut surtout que les Guyanais se mobilisent massivement ce samedi 6 mai pour voter pour que la République gagne et que les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité l'emportent. Merci beaucoup Isabelle Patient d'avoir répondu à nos questions. Des averses importantes, vous le savez, ont arrosé aujourd'hui le territoire encore 2 jours après l'épisode d'inondation qui a frappé la ville capitale. Au moins 5000 personnes ont subi des dégâts considérables et les riverains du canal Lossa étaient encore occupés ce matin au grand nettoyage car l'eau est montée par endroits jusqu'à 60 cm. Natacha Maltaverne. Du mobilier qui s'amoncelle au bord du canal Lossa, des emballages qui sont raclés sur le trottoir. 2 jours après les fortes inondations qui ont touché Cayenne, les pertes sont par endroits importantes, comme dans ce magasin de vêtements où les employés et même leurs familles sont venus prêter main forte. Il y a vraiment des dégâts importants. On ne peut vraiment pas donner de chiffre, mais il y a plus de la moitié du magasin. Tout l'étagère des bas du magasin, c'était vraiment monté. Les papiers, documents, tout, même les meubles, ce sera changé. Les meubles sont en bois et avec l'eau, ça s'est abîmé. Les bureaux, les ordinateurs, on a du matériel informatique aussi, également qui s'est abîmé. À quelques mètres, ce restaurant n'a pas pu ouvrir aujourd'hui. Muni de balais, chacun s'active à effacer les traces des inondations. Ici, l'eau est montée jusqu'aux fenêtres. Un coup dur pour les nouveaux gérants du restaurant. Essayer de lancer une activité, c'est déjà pas simple, mais avec tout ce qui nous arrive, c'est plus embêtant. Nous avions déjà du mal à repartir après la grève, et là on est reparti sur l'inondation. Voilà.
Les fortes pluies ne sont pas les seules causes de ces inondations. La pompe de l'écluse du canal ne s'est pas déclenchée automatiquement. Certains riverains sont désabusés. À chaque fois qu'il y a une pluie exceptionnelle et une période de congé, qui est très mauvaise pour nous, parce qu'en fait, les services techniques n'agissent pas en temps et en heure, et qui fait que l'eau est montée gravement à l'arrière de la boutique. Des riverains qui attendent maintenant la visite des experts en assurance afin d'estimer le montant des pertes. La première avait eu lieu au lendemain du week-end de Pâques qui réunit un peu moins de 20 participants de tous âges et tous horizons. Une nouvelle session des rencontres citoyennes est prévue de 18h30 à 20h30 ce soir à Matoury. Ouvert à tous, le rendez-vous propose un temps d'échange sur différentes problématiques qui touchent la société guyanaise. Et ce soir, la famille est à l'honneur. Précision. Alors, la rencontre citoyenne, en fait, elle est née suite aux marches, les marches du 28 mars. En Guyane, on a eu le sentiment qu'il y avait un élan, une envie de se rencontrer, de se connaître, de s'entraider, de s'aider et de développer bien sûr ce territoire. Et donc ça nous a donné envie de discuter et de créer des espaces de discussion. Donc ça fonctionne comme ceci, il n'y a pas d'inscription. Vous souhaitez participer, si vous avez eu l'information, vous venez au lieu qui est défini selon le thème retenu. Et l'occasion est d'échanger entre nous sur une thématique importante. On va essayer d'aborder les thématiques différemment, de conférences habituelles et autres. On va rentrer sous un angle qui positionne toujours l'individu comme étant acteur du système, acteur de son territoire, acteur de sa situation. Et c'est cet échange qui nous permet chacun d'abord de dire comment on voit les choses, ensuite de voir qu'est-ce qu'on peut garder de meilleur de tout ça. Et puis on finit par des projets qui peuvent exister déjà, ou des initiatives qui existent déjà qu'on va mettre en lumière, ou alors de remonter aussi des contributions, puisque nous, on voudrait conserver un maximum de connaissances de tout ça. Chaque rencontre, c'est un thème central qui s'appuie sur le point d'entrée, qui est que chaque individu est capable d'agir à sa façon sur une problématique donnée. Donc on va aborder cette fois-ci la famille berceau du citoyen de demain, et ce même thème va être déployé sur plusieurs bassins de vie. En commune, et voilà, tout le long du littoral au moins, en tout cas. On va voir si après on peut aller un peu plus vers l'intérieur pour faire les personnes parler de ce sujet-là. Du coup, on va collecter de la connaissance. Ce qui est important, c'est qu'on fasse ce tour, parce qu'on va se rendre compte si le même thème, quand il est abordé dans plusieurs sphères, dans plusieurs villages, voir comment les gens réagissent, ça va nous donner de l'information. Ces documents-là vont nous permettre de le faire partager à travers un site, et puis de le donner à d'autres acteurs sociaux, des acteurs qui réfléchissent à la situation, ou en tout cas à l'économie sociale de la Guyane. En Guadeloupe, plus de 110 000 personnes l'ont visité en 2016, un bilan plus que satisfaisant pour le Mémorial Act et qui lui a même valu le prix de musée 2017. Le Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage a reçu ce matin la figurine qui le consacre en haut lieu de la culture. Isabelle Hameau. Pendant une année, les visiteurs du Mémorial Act pourront contempler la statuette en bronze de Juan Miró, le prix du musée 2017 du Conseil de l'Europe, décerné au Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Beaucoup de joie, beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté. C'est vraiment une reconnaissance internationale. Une reconnaissance internationale pour un lieu de mémoire collective qui compte de nombreux visiteurs depuis son ouverture au public il y a 2 ans. Un peu plus de 107 000 visiteurs qui sont venus au Mémorial Act. Ce sont 15 000 visiteurs qui ont visité le centre de généalogie. Ce sont des manifestations, ce sont des colloques, des débats, ce sont aussi des activités commerciales puisque c'est important pour consolider les ressources de l'établissement. Aujourd'hui, le prix du musée 2017 est une nouvelle étape de franchie pour le MACT dans sa quête à la Caraïbe au monde, à travers un lieu de connaissance et de lecture historique. Perspective, eh bien, de pouvoir ouvrir le centre de recherche qui n'est toujours pas ouvert. Il est en train d'être équipé de façon à pouvoir accueillir le public. En termes de perspective également, nous venons de terminer l'exposition Échos imprévus. Nous préparons la reprise d'Arboussier au cœur des migrations. Et cette année encore pour ce mois de mai symbolique, le Mémorial Act compte bien faire écho à la mémoire des traites négrières et de l'esclavage.
Du théâtre à présent avec cette représentation prévue le 5 mai prochain à l'Atrium de Fort-de-France, La Nuit des Rois de William Shakespeare. Une troupe guyanaise composée de 15 élèves du théâtre Coco-Lampo à Saint-Laurent propose une adaptation de l'œuvre du célèbre dramaturge anglais. Frédéric Mazier a assisté à une répétition ce matin. Il y a quelque chose qui ne va plus. C'est un A qui devrait suivre, mais c'est un O qui vient. M-O. Mo. Mokhtar. Non. Mocassin. Mocassin. Bah. Mollusque. Ce sont ces C, CO et CN. Et c'est bien ainsi qu'elle fait ses grands P. Je la sers, elle est ma maîtresse. Bah, cela paraîtrait évident à n'importe quelle intelligence ordinaire. Cette pièce est très forte dans son côté comique, quoi. Mais aussi, je vous dis, elle renferme aussi un trouble avec la figure des amoureux, comme ça, qui se cherchent, qui est confronté au bouleversement de leur propre désir. Rappelle-toi qui fit l'éloge de tes bas jaunes. Oh, ton sourire te va si bien. C'est un grand plaisir de travailler avec Delphine Coutu. C'est une opportunité aussi, comme un projet de travailler avec 4 comédiens, 2 Martiniquais, 2 Parisiens, qui sont déjà dans la route sur ce métier depuis 10 ans. Et c'est un grand plaisir, c'est une chance de pouvoir participer de ce projet. Et justement pour des comédiens comme moi qui viennent de sortir de formation et qui commencent ce interminable parchemin de métier de comédien. Faites si c'est ce que tu veux, sinon tu resteras toujours un intendant en compagnie des domestiques. Je te remercie, je sourirai, je ferai tout ce que tu voudras. Ah! Trois critères, la beauté, la personnalité et la photogénie, 3 caractéristiques qui permettent chaque année à une poignée de jeunes filles de défiler sur les plus grands podiums du monde. Je veux bien sûr parler du concours Elite Model Look. Son casting annuel revient dans les Antilles-Guyane et chez nous, une journée de sélection est prévue demain dans un centre commercial de Matoury. 10 candidates participeront à la finale le 13 mai en Guadeloupe. Ayodeli Gerba. Dans le hall de ce centre commercial, le décor du casting de la célèbre agence de mannequinat se précise. Demain, 200 jeunes filles âgées entre 14 et 22 ans sont attendues. Pas besoin d'inscription préalable, le concours est ouvert à toutes. À condition bien sûr de mesurer au moins 1,72 m. Tout le monde n'est pas chanteur, tout le monde n'est pas médecin. Maintenant mannequin, pour être mannequin effectivement, il faut avoir certains critères qui sont des critères de taille. C'est un peu les dictats des couturiers qui malheureusement, pour porter un vêtement, pour que le vêtement tombe bien, il faut être grand. Et toutes les filles qui ont été présélectionnées sur les 3 départements sont proposées en fait à Elite Paris, qui en fait va faire son choix final et élire 10 finalistes qui sont ces 10 finalistes des 3 départements. Marine, 1,73 m, 17 ans, est l'une des finalistes de l'an dernier. Forte de cette expérience, elle souhaite gommer certains a priori. Pour elle, le mannequinat n'est pas un concours de beauté. La beauté déjà c'est très subjectif, alors que le mannequinat c'est vraiment sur des critères qu'on vous sélectionne, donc déjà rien qu'à partir de là c'est super différent. Moi ce que j'ai compris à travers cette expérience, c'est qu'en fait on est toutes tellement différentes et en fait c'est pas un concours de beauté, c'est vraiment un ensemble. Il faut venir au naturel parce que c'est ce qui est le plus beau et puis il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas besoin de comparaison. Même si elle a toutes ses chances, Marine ne souhaite pas faire du mannequinat son activité principale. Dans quelques mois, elle s'envolera pour le Canada pour des études d'ingénierie du bâtiment. Pour elle, comme pour la gagnante de l'an dernier, il est hors de question d'arrêter ses études. Soit la jeune fille prend une année sabbatique comme Nina, en l'occurrence, qui est en photo sur la PLV, qui est la gagnante 2016, qui est une Guadeloupéenne, qui elle a eu la chance de signer avec Elite Paris et qui passe son bac là au mois de juin et part en juillet à Paris. Alors l'idée c'était d'avoir son bac, je mets mes études de côté, je me donne la chance de pouvoir réussir pendant 1 an voire 2 ans.
Et si effectivement ça marche pas, au moins elle a son bac et elle peut reprendre. Parce que l'idée c'est ça aussi, c'est pas de dire à une fille ah bah non ça y est, je vais faire de toi une star, tu arrêtes tes études, etc. C'est pas du tout la politique, c'est pas du tout notre politique et c'est pas du tout ce que. C'en est hors de question même, hors de question. Le 13 mai aura lieu la finale départementale du casting élite. La gagnante représentera les Antilles-Guyane lors d'un défilé international en fin d'année. C'est la fin de votre journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. La crise sociale guyanaise se poursuit après la mobilisation générale. Le pôle santé n'a pas obtenu les réponses attendues. Aujourd'hui, les agents de l'UTG Santé ont tenu un barrage filtrant à l'entrée du Char. Après les inondations du week-end dernier, les Cayennais nettoient encore les dégâts causés par les fortes pluies ainsi qu'un problème d'évacuation, notamment sur les rives du canal Lossa. L'eau est montée jusqu'à 60 cm par endroit. Et les sélectionnés représenteront les Antilles-Guyane lors de la finale mondiale. Elles défileront sur les plus grands podiums. Le casting annuel Elite Model Look a démarré et s'achève chez nous demain. Il se déroulera dans un centre commercial de Matoury. La finale se jouera le 13 mai en Guadeloupe. Avant de se quitter, n'oubliez pas le débat de l'entre-deux-tours qui opposera Emmanuel Macron et Marine Le Pen demain. Un face-à-face animé par Nathalie Saint-Cric et Christophe Jacqui-Buisine. Débat à suivre en direct à 16h sur ATV Guyane. Quant à nous, on se retrouvera juste après. Très bonne soirée à vous, à demain.